Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet éminemment politique. L'école est la cible d'une offensive réactionnaire, incarnée par pléthore d'éditorialistes et autres intellectuels qui n'ont de cesse de dénoncer le nivellement par le bas du niveau scolaire et l'effondrement programmé du système éducatif. Pour en parler, nous recevons Grégory Chamba, professeur de français, engagé et auteur du livre « L'école des républicains », sous-titré « La pédagogie noire du FN et néoconservateur », paru aux éditions Libertalia. Vous enseignez par ailleurs dans un collège de Mantes-la-Ville qui est passé aux mains du Front National. Bonjour. Bonjour. Donc, première question. Où trouve sa source l'éternel débat entre républicains et pédagogues? Certains parlent même d'un complot pédagogiste. Oui, alors c'est la fameuse querelle qui tourne autour de l'école, à savoir deux camps qui s'opposeraient. En gros, on peut situer ça au début des années 80. La date, elle n'est pas innocente parce qu'on est dans un contexte où, après être arrivé au pouvoir, la gauche va commencer à faire un certain nombre de remises en question par rapport à son projet politique et surtout social. Et c'est autour de ces années, en particulier 1984, qui est une date vraiment déterminante et charnière dans les débats autour de l'école, que va émerger cette querelle entre un camp qui va se définir comme étant le camp des républicains. C'est important déjà le choix de ce terme, hein, c'est pas le camp des démocrates, c'est bien le mot république qui est mis en exergue. Et puis un camp que ces républicains vont baptiser eux-mêmes les pédagogues. Alors ça c'est quand ils sont gentils, hein, parce que sinon ça va être les pédagogistes, les pédagogos, les pédabobos, et j'en passe et des meilleurs. Ou les sociologues. Hein. Au départ, l'opposition, elle se joue aussi contre, en fait, tous ceux qui, à l'intérieur de l'école, essayent de ne pas se satisfaire du système tel qu'il est et veulent aller vers de l'avant, vers plus de justice, vers plus de progrès, vers plus d'égalité et de démocratie. Et face à eux, on va avoir ce camp républicain qui, lui, va célébrer la nostalgie d'une école qui serait mieux avant, en fait, qui était mieux avant. Justement, vous vous attachez dans votre ouvrage à démonter la vision idyllique que nous avons de l'école de la Troisième République. Comment vous expliquez que cette période soit passée à la postérité comme un âge d'or? Vous parlez d'ailleurs d'amnésie envers une école qui en réalité faisait la promotion de la ségrégation scolaire. Oui, alors ça, c'est l'explication, au départ, elle est assez simple. Qui nous raconte l'histoire de l'école? C'est l'école elle-même. Et cette mythologie autour de l'école de Jules Ferry, elle s'est construite progressivement dans les classes. C'est lui qui a introduit dans son école pour le peuple, qui a introduit l'école, qui a introduit l'histoire. Donc on a cette dimension-là. Et puis cette école de la Troisième République, on l'a oublié, oui, il y a une véritable amnésie. C'est une école qui fonctionne sur la base d'un double système. L'école de Jules Ferry, telle qu'on l'appelle, c'est l'école pour le peuple. L'enseignement primaire, public, gratuit, laïque, d'accord ? Et puis, de l'autre côté, il y a un système d'enseignement qui est également public, mais payant, et qui est réservé aux enfants de la bourgeoisie, et qui mène aux études secondaires. L'école de Jules Ferry, historiquement, et on le voit jusqu'aux années 50-60, c'est une école de la ségrégation sociale, non pas sur le mode de Bourdieu où c'est des ségrégations implicites, mais vraiment institutionnellement, on a une école qui est réservée à l'élite avec des programmes de préparation qui sont spécifiques, des professeurs qui sont différents des instituteurs et qui mènent au collège puis au lycée. Et c'est cette école-là, une école qui naturalise d'une certaine manière les hiérarchies sociales, qu'on essaye de nous revendre, alors en l'embellissant évidemment, pour les besoins de la cause. Et justement, ils l'embellissent comment ? Alors, il y a plusieurs éléments dans ce discours. D'abord, tout s'appuie dans ce discours autour de l'école des réactionnaires sur la décadence du système, c'est-à-dire que forcément c'était mieux avant et qu'on va de dégénérescence en dégénérescence, c'est la déchéance, avec un certain nombre de dates. Alors il y a évidemment la référence à mai 68 qui est incontournable. À partir de 68, on parlait du complot pédagogique, c'est le début, c'est-à-dire c'est la gauche, l'extrême gauche, les laxistes qui s'emparent de l'institution scolaire. Mais il y a d'autres références, il y a le plan Langevin-Wallon à la Libération, qui pour une partie de l'extrême droite est un plan soviético-communiste,
En fait, ce plan Langevin-Vallon, il était au lendemain de l'occupation, au lendemain du régime de Vichy, revenir sur toutes les contre-réformes qui avaient été instaurées par le maréchal Pétain et essayer de réfléchir à une école qui serait une école réellement démocratique. Une école réellement démocratique, ça ne veut pas dire une école de la réussite de quelques-uns, y compris s'ils sont issus des milieux populaires, mais c'est une école qui se donne comme objectif une progression de l'ensemble de la population. Mais pour vous, vous allez encore plus loin, vous dites qu'ils ont une vision d'une école comme étant un endroit de soumission. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre par rapport aux racines profondes de ce discours réactionnaire sur l'école, c'est que il a aussi un certain nombre de liens avec l'institution elle-même. L'institution aujourd'hui, elle est déjà conservatrice, elle est déjà sélective, elle opère, elle a comme finalité ce tri social, parce que dans ses racines historiques, dans sa création, dans sa constitution, on voit que l'école pour le peuple, qui remonte non pas simplement à Jules Ferry, mais déjà tout au long du XIXe siècle, on a la mise en place des écoles dans chaque village, et puis la création des écoles normales d'instituteurs, tout ça avec une visée fondamentalement de contrôle de la population. C'est avant tout, cette instruction, elle vise le contrôle de la population, et non pas son émancipation, etc. Donc, voilà, si ce discours... Ça a été aussi un instrument pour l'œuvre coloniale. Alors, Jules Ferry, évidemment, c'est l'homme à la double casquette, le père fondateur de l'école de la République et l'homme de la colonisation. Alors, il y aurait pas mal de liens à faire entre les deux. Déjà, remarquons que lors de sa cérémonie d'investiture, François Hollande, lorsqu'il a été élu, après avoir fait campagne autour de la question de l'école comme étant une question centrale, et puis peut-être le dernier élément de gauche en fait qui pouvait rassembler un électorat une fois qu'on avait mis de côté la dimension sociale, qu'on avait écarté la lutte des classes, etc., ne restait que l'école. Mais une certaine vision de l'école qu'il a tenu à célébrer en rendant hommage à Jules Ferry. Jules Ferry, quand il crée son école, il se propose comme projet de clore l'ère des révolutions. On est 10 ans après la Commune de Paris. Jules Ferry, il était maire de la Commune de Paris, et quand on plonge dans les textes et les archives de l'époque, il défend son projet d'école de la République, certes contre l'école de l'Église, contre l'école religieuse, mais aussi contre la menace d'une école socialiste ou communiste, telle qu'elle avait été instaurée déjà par la Commune de Paris, qui est la première à mettre en place dans l'histoire de France une école publique, gratuite, laïque, et non pas obligatoire, mais intégrale. C'est comme ça qu'ils la définissent. Vous parlez de François Hollande qui rend hommage à Jules Ferry, mais ce n'est pas nouveau. La gauche, depuis les années 80, vous l'expliquez dans votre livre, nourrit aussi une nostalgie vis-à-vis de cet ordre scolaire ancien. Je parlais tout à l'heure de la date de 1984. C'est une date charnière pour un certain nombre de raisons. 1984, c'est l'arrivée de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Éducation nationale. Il remplace Alain Savary après un moment difficile qui était les mobilisations pour l'école privée, mener une espèce déjà de manif pour tous 30 ans avant. Et on a l'abandon, là, par le gouvernement, en particulier par le président de la République, François Mitterrand, de cette idée de réunification avec un grand système public d'éducation. Et c'est aussi le moment où on a ce virage libéral avec le tournant de la rigueur, l'arrivée de Laurent Fabius au pouvoir, et la volonté, en fait, à ce moment-là, c'est dans les propos de Jean-Pierre Chevènement, on le retrouve très clairement, la volonté, en fait, de substituer au projet socialiste le projet d'une république moderne. Une république moderne, il faut entendre une république libérale. La même année, en 1984, Jean-Pierre Chevènement écrit un livre qui s'intitule « Apprendre pour entreprendre ». Hein, on est, voilà, c'est des références qui sonneraient aujourd'hui évidemment tout à fait dans l'air du temps. Jean-Pierre Chevènement, il va cristalliser un de ces troisièmes revirements idéologiques de la gauche. Il y a le revirement libéral autour de l'économie, il y a le revirement sécuritaire, hein, le congrès de Villepinte à la fin des années 90, où là encore, il y a Jean-Pierre Chevènement, hein, il est ministre de l'Intérieur à cette période-là. Et puis, il y a ce retournement sur la question de l'école, où l'école devient non plus un instrument, enfin un élément d'émancipation avec une perspective
collective de transformation des rapports, de la société, etc. Même si bien sûr l'école ne peut pas tout, mais où l'école va être le point de départ d'une reconquête autour de cette notion de république. Jean-Pierre Chevènement va instaurer l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise, il va instaurer les cours d'enseignement d'éducation civique qui avaient été supprimés en 69 dans la foulée de 68, mais aussi les stages en entreprise, c'est lui qui instaure ça. Et on a le croisement là entre deux projets, un projet libéral et un projet en fait il y a un rapport à l'époque qui est publié qui dit il faut individualiser le social et puis faire de la citoyenneté l'élément central de la politique de gauche. Et on voit bien comment ce néo-républicanisme, ce national-républicanisme va servir de projet de remplacement à cette gauche qui abandonne le social. Et au moment où il quitte en 86, après l'arrivée de Chirac, la défaite aux législatives, au moment où Jean-Pierre Chevènement quitte le ministère de l'Éducation nationale, il dit maintenant, il faut faire dans les domaines essentiels que sont la lutte contre le chômage, l'économie, ce que j'ai fait en matière d'éducation. Revenir à ces valeurs fondamentales de la République, d'individualisation, voilà. Et en sous-texte, qu'est-ce que ça raconte de notre société ? Bon, une société... Alors, société qui met en exergue, en avant exclusivement la notion de République et une certaine République, il faut l'analyser, il faut la comprendre aussi avec les mots que ça évacue. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a République, il y a démocratie. Moi, si j'ai tenu à forger un petit peu le jeu de mots là autour des républicains, c'est d'abord et avant tout parce que je pense que cette idée de République qui est reprise aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, le nom de son parti, il existe une autre République, une République universelle, sociale, celle pour laquelle se sont battus le mouvement social et ouvrier. Et cette République aujourd'hui, en fait, c'est l'équivalent de la nation. C'est-à-dire que quand on parle de la République, dans la bouche d'un certain nombre d'idéologues ou d'hommes politiques tels que ceux qu'on a pu évoquer, ça veut dire la nation, ça veut dire la France. C'est ça. Donc les territoires perdus de la République, c'est une espèce de projection autour de cette idée de nation, de civilisation derrière, qui serait livrée à des barbares. Il y a tout un vocabulaire qui est passé dans l'air du temps, mais qui, quand on creuse un petit peu, le mot barbare, c'est pas rien, quoi. C'est Natacha Polony qui dit qu'elle est en train d'assister à la chute de la civilisation avec la réforme du collège ou des choses comme ça. Marianne aussi qui conclut sa pétition en disant c'est une question de civilisation, c'est où on maintient l'école de la République telle qu'elle est en place, ou bien c'est le déferlement des hordes barbares. Voilà. Et les territoires perdus de la République, creux, il y a toujours cette crainte justement d'effondrement de la civilisation sous l'offensive de ces pédagogues qui rêvent d'une école ouverte à tous. Ouais, c'est la décadence, c'est la crainte, et puis on pourrait reprendre l'expression de Rancière, la haine de la démocratie, la crainte, la haine de l'égalité. Pourquoi ? Parce que c'est la défense d'un certain nombre de privilèges. Et que tous les gens qu'on retrouve dans le livre et dont je dresse un petit peu le portrait, ces fameux Finkielkraut, Éric Zemmour, Natacha Polony, Jean-Paul Brigelli. Voilà. Alors, plus on est médiatisé, plus on peut se revendiquer d'un discours iconoclaste. Et c'est le renversement systématique. On passe systématiquement à la télévision, mais on est bâillonné. Ça fait partie de cette rhétorique assez particulière. Ça fait surtout partie d'une rhétorique qui puise ses racines au début des années 70, d'une volonté de reconquête, d'une hégémonie culturelle autour de ces questions. Et là, l'école, elle a été centrale. C'est-à-dire que c'est en parlant de l'école qu'on peut se permettre, au départ, d'en appeler au rétablissement de l'ordre, y compris de l'ordre moral, l'éco, au rétablissement de l'autorité, au rétablissement et à l'éloge des hiérarchies qu'on va camoufler derrière cette histoire de méritocratie, d'ascenseur social, etc. Et à partir de ce discours sur l'école, on va pouvoir irriguer des valeurs qui avaient été battues en brèche par les mobilisations sociales, par le mouvement ouvrier, etc.
L'autre offensive à l'œuvre, justement, il y en a, ça vient un peu de tous les côtés, c'est celle un peu des tenants de la morale. C'est, par exemple, vous parlez de tous ces collectifs liés à la Manif pour tous, ou de Farida Belgoul qui a initié au printemps 2014 les journées de retrait de l'école pour protester contre les ABCD de l'égalité et la prétendue théorie du genre qui serait enseigner aux enfants. Ça a été une alliance qui a été faite avec les catholiques. Est-ce que c'est un nouveau front qui s'ouvre là ou est-ce que ça agit de pair avec les réacs publicains? Oui, alors c'est un élément. Cette question à la fois de l'égalité et de l'égalité entre les sexes, c'est un des éléments qui traverse l'histoire des rapports entre l'extrême droite et l'école, et c'est une de ses obsessions fondamentales. Alors, on le retrouve dès les premières luttes au sein de l'institution, c'est-à-dire qu'une fois que l'école de la République sous Jules Ferry elle a été instaurée, on s'aperçoit que le combat il va continuer à se mener en dehors de l'école, il n'est pas enfin en dehors entre l'école publique et l'école de l'Église, mais aussi très vite au sein même de l'école de la République où ces valeurs d'ordre moral elles vont être défendues becs et ongles par toutes les franges les plus réactionnaires et qu'on peut rencontrer. C'est par exemple les premières tentatives de coéducation des sexes. La coéducation des sexes, c'est au-delà même de la mixité où on est ensemble, c'est qu'on a les mêmes programmes pour les garçons et les filles. C'est Édouard Drumont, l'auteur de La France juive et du journal, le fondateur du journal La Libre Parole, La France aux Français, qui mène une campagne d'une virulence extrême contre la coéducation des sexes qui est menée dans un orphelinat avec un militant pédagogue qui s'appelle Paul Robin. Et on retrouve exactement les mêmes délires, les mêmes fascinations pour le complot, etc., à nouveau autour des questions d'égalité entre les genres, entre les sexes, menée par Farida Belgoul avec sa journée de retrait de l'école, qui était un moyen de lutter contre la mise en place, l'expérimentation des ABCD de l'égalité. Qui ont été retirés par ailleurs. Qui ont été retirés. Et c'est là, on voit que depuis ce gouvernement, les reculs autour de l'école, alors autour des ABCD de l'égalité, les reculs sur la question des classes préparatoires et des inégalités autour de ça, le recul sur les programmes d'histoire première mouture, on a une succession de reculs dont on aimerait bien... Qui ont été accusés d'être trop pro-islam et faisant la part belle à l'immigration. Voilà, alors c'était l'idée, selon Jean-Paul Brigelli, que bientôt les enfants ne connaîtraient plus qu'une seule date, celle de l'Hégire. Voilà, et c'était tous les programmes où Pascal Bruckner aussi qui était on a des nouveaux programmes qui auraient été là pour faire plaisir simplement à ce qu'il appelle les primo-arrivants. Et toute une rhétorique qui évidemment fait le régal de l'extrême droite. La théorie du grand remplacement, on la retrouve soit de Renaud Camus, soit exprimée directement par des gens comme Jean-Yves Le Gallou, l'école instrument du grand remplacement, c'est comme ça qu'il présente les choses, soit de manière, on a parlé de Pascal Bruckner, on pourrait parler de Dimitri Casali, qui est un historien aussi un peu médiatisé, où en fait on a cette idée que les programmes d'histoire, il y aurait une volonté derrière de remplacer le grand roman national, le grand récit national. C'est préparer les esprits au grand remplacement. Voilà, c'est une espèce de fantasme qui est véhiculé comme ça de manière insidieuse et sous-jacente. On a un deuxième discours qui est assez développé. Vous parlez de tentation théocratique qui est illustrée par le discours de décembre 2007 de Nicolas Sarkozy à Latran, dans lequel, qui est resté célèbre, dans lequel il expliquait que l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. Est-ce qu'on est dans cette dynamique, sachant qu'on parle de plus en plus de laïcité, donc c'est un peu contradictoire, non ? Oui. C'est contradictoire parce que le système scolaire en France, il est à deux entrées. Il y a l'école publique, d'accord, où on va avoir, qui est ouverte à tous, sans restriction aucune, c'est-à-dire n'importe qui est accueilli dans les collèges, les lycées, voilà. Et puis on a un système d'éducation privée aussi qui est en place, on n'a pas 1984, qui est plus vraiment remis en question. Et ce système d'enseignement privé, il a compris à un certain moment, et du coup c'est là où le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été un moment important aussi. Il a compris qu'il pouvait reconquérir un certain nombre de parts de marché en mettant en avant non plus les questions de foi, mais en mettant les questions d'efficacité,
en avant de réussite individuelle, etc. Et autour de ça, il y a toujours le programme de morale religieuse derrière, mais qui apparaît de manière un peu plus masquée. Alors cette tentation théocratique, elle est là, elle est avérée avec un certain nombre de groupes. On pourrait parler par exemple de la Fondation pour l'école, hein, qui est une émanation de différents mouvements religieux, qui veut créer des écoles et qui crée des écoles hors contrat. Il y a le collectif Racine aussi, lancé en 2013 par le Front National. Alors, et donc le collectif Racine, lui, il est directement relié au Rassemblement Bleu Marine, donc au Front National. Ce collectif Racine, c'est intéressant d'en parler à ce moment-là, parce que si on étudie un petit peu les membres fondateurs de ce collectif Racine, on a deux courants à l'intérieur de ce collectif. On a une partie qui est issue de cette mouvance catholique ultralibérale. Les deux vont de pair. Catholique parce que c'est les racines de la chrétienté, etc. Ultralibéral parce qu'ils mettent en avant un élément essentiel qui était dans le programme du Front National, c'est le chèque éducation, qui permettrait de libéraliser totalement le marché scolaire, entre guillemets, où en fait chaque famille pourrait choisir n'importe quel établissement, n'importe quelle école, publique, privée, dans n'importe quel loin ou proche de son... Voilà. Et donc le libéralisme, il se met au service de ce développement d'écoles hors contrat à tendance plutôt religieuse. Donc une partie des initiateurs du collectif Racine, ce sont des membres, des animateurs, par exemple de Radio Courtoisie, hein, la radio très liée au milieu intégriste, et une autre partie, c'est la mouvance autour de Florian Philippot, la mouvance issue du chevènementisme. Hein, et là, on retrouve ce qu'on disait au début de l'entretien. C'est des appels du pied à Natacha Polony, à Jean-Paul Briguelli, etc. Eux, ils n'y sont pas, hein, dans ce collectif Racine. Jean-Paul Briguelli, lui, il n'hésite pas à déclarer qu'il est d'accord à 80% avec les idées du collectif Racine en matière d'éducation. C'était dans le Figaro. Il se rend à Béziers. Il est invité superstar à Béziers au Palais des Congrès pour présenter son livre. Donc, on a des accointances de la part de personnes comme ça, très proches. Mais le collectif Racine, c'est une émanation du Front National. Et là, on est dans une autre dimension directement liée à l'extrême droite. Parce qu'il y a cette idée de faire de l'école un laboratoire pour sa politique par le Front National, et vous êtes bien placé pour en parler. Alors, l'école, pour le Front National, c'est d'abord un élément central de son programme. Il y a une quinzaine de jours, Marion Maréchal-Le Pen a déclaré, justement à l'occasion du lancement d'un des collectifs Racine dans le Var, que l'école était au centre de ses préoccupations, de leurs préoccupations pour 2017. Donc ça va être un élément, une bataille importante sur ce terrain-là. Le premier collectif créé dans le Rassemblement Bleu Marine, il concerne l'école, c'est le collectif Racine, hein, c'est le premier, il sert de modèle aux autres. Il a connu une médiatisation assez incroyable, alors qu'au départ, c'est une conférence de presse de 20-30 personnes, pas plus, mais tout de suite, ça a fait le buzz parce que c'est une question centrale. Donc il y a tout ce mouvement d'élaboration d'un programme qui est en construction avec des réaménagements par rapport au discours traditionnel de l'extrême droite, qui récupère la rhétorique dominante actuellement, cette hégémonie culturelle autour de la réaction, d'une école de la réaction et du contrôle de la soumission. Et puis, il y a le laboratoire, c'est-à-dire que l'école aujourd'hui, par exemple dans les mairies où des maires ont été élus, elle sert, puisque c'est une des prérogatives du maire, il a un certain nombre de pouvoirs par rapport, non pas au contenu de ce qui se passe en cours, mais autour, le périscolaire. Il y a quand même à Béziers qui s'était plaint. Ah oui, de pas. Oui, il y a toute une. Après Béziers, c'est particulier où il s'agit de faire le buzz. Ce que vous expliquez justement dans votre livre, c'est que ça va s'appuyer plutôt sur l'interdiction de la cantine aux enfants, c'est tout les ce parents qui ne travaillent pas. Tout ce qui est périscolaire. Donc le périscolaire, ça commence à la garderie, où va y avoir des mesures qui vont être prises pour écarter de la garderie les enfants dont les familles ou les parents, un des parents ne travaillent pas, on va les écarter. Va y avoir la cantine. Alors, il y a la question des repas à la cantine, qui a été la première mesure annoncée par Marine Le Pen au lendemain du deuxième tour. Dans toutes les mairies FN, elle a déclaré notre première mesure, ce sera la fin des repas de substitution. Ouais. Et puis, il y a les activités périscolaires avec la réforme des rythmes scolaires, où les mairies ont en charge une partie des activités après les cours, où là, le collectif Racine a publié un document de
4 pages de conseils au maire du Front National, où il s'agissait de mettre fin à la culture du djembé, comme si ces activités c'était du djembé, donc c'était marqué noir sur blanc, de mettre fin d'en finir avec l'éducation à la tolérance sexuelle, c'était formulé comme ça dans le document, et puis d'utiliser ce temps périscolaire pour réactiver le folklore local, la culture traditionnelle, l'enracinement dans l'histoire de France. Et on a à la fois cette dimension culturelle et aussi une série de vexations et d'humiliations pour écarter les milieux populaires. Pas que les milieux immigrés, c'est les milieux populaires, les enfants de chômeurs, les enfants de pauvres, la cantine augmente. Par exemple, dans ma ville, une des déclarations du maire Cyril Notte, qui est un professeur d'histoire et de lettres en lycée professionnel, c'est le social, c'est pas moi. Et là, on résume assez bien tout le projet. Voilà. Le social, c'est pas eux, c'est pas le Front National. Ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une sorte de retour de la morale à l'école. On l'a vu particulièrement après les attentats de janvier 2015. Tous les regards se sont tournés vers l'école qui a été accusée de ne pas en avoir fait assez. Le Premier ministre Manuel Valls, dans un discours quelques jours après, a dénoncé l'école en disant qu'elle avait laissé passer trop de choses. Est-ce que c'est la tendance actuelle de vouloir charger l'école de résoudre tous les problèmes qui traversent la société? Oui, c'est à la fois la tendance lourde de trouver à l'école la réponse à cette menace civilisationnelle ou voilà, d'en faire le pôle de reconquête de la République, à la fois dans le discours, dans l'histoire de la gauche, et, voilà, mais aussi dans les faits, l'école qui serait territoire abandonné de la République. Si c'est un territoire abandonné, c'est avant tout parce que c'est un service public qui manque de moyens et qu'on a délaissé, ça c'est une première chose, et de partir de là, non pas pour lui demander de faire ce qui devrait être son rôle et ce que avec les collègues, on essaye de faire. C'est-à-dire qu'après ces attentats, il y avait un travail pédagogique de fond. On a été très très nombreux à le faire à partir des dessins qui avaient été faits dans la nuit, dans le monde entier, de travailler sur les questions, sur des mots, l'analyse, la discussion. Peut-être qu'après, il fallait un temps de silence, mais l'école, elle n'est pas là pour le silence. L'école, elle est là pour cette expliquer. Parole, pour expliquer, pour comprendre, pour travailler autour de questions. Et non, le premier réflexe, c'est le silence. Certes, c'est du recueillement nécessaire, important, mais ce silence, il ne doit pas s'éterniser. Et moi, j'ai l'impression qu'à partir de ces événements, on a voulu maintenir le silence le plus longtemps possible. Et là, on demande à l'école de répondre à des exigences du pouvoir, de l'État, mais qui ne sont pas celles que devrait avoir une éducation émancipatrice. Et ça devient dangereux parce que du coup, on donne des réponses au plus haut niveau. Il y a eu une commission d'enquête sénatoriale qui a tout de suite mis sur la sellette l'école pour rétablir les valeurs de la République. Et ces réponses... Qui est devenue vraiment une thématique à part entière. C'est une évidence, c'est l'hégémonie. Au ministère de l'Éducation nationale, on fait la promotion des valeurs de la République au même titre qu'on défend son bilan sur la lutte contre le décrochage scolaire. Voilà. Le problème, c'est que plus travailler ces valeurs de la République dans une institution qui les respecte, ou en tout cas qui les promeut de moins en moins, liberté, égalité, fraternité, ou bien ne serait-ce que démocratie à l'intérieur de l'école, on a l'impression que plus on s'en éloigne, plus on se rapprocherait de ce projet républicain. C'est-à-dire qu'il y a un inversement des valeurs à nouveau. Est-ce qu'il y a un consensus justement sur quelles sont ces valeurs républicaines de la République à promouvoir ? Il y a un consensus autour des mots qui sont toujours gravés au fronton de chacun des établissements scolaires. Après, c'est peut-être Jacques Rancière qui dit que, c'est la citation que j'ai mise en exergue du livre, qui dit que c'est autour du mot éducation et autour des questions d'éducation que le sens de quelques mots, égalité, république, démocratie, société, a été renversé. Et donc on part des mêmes mots, on utilise les mêmes mots, mais derrière on y met des valeurs qui sont justement en train d'être complètement renversées. Et
Et c'est dangereux. Et c'est dangereux parce que c'est voilà, le renforcement d'une éducation à la soumission, alors qu'on a un certain nombre au sein de l'école à essayer de travailler sur une éducation à l'émancipation. Justement, vous concluez là-dessus en disant que c'est là l'état d'urgence. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour parvenir à ce projet émancipateur ? Alors, ce projet, il est important parce que quand j'ai travaillé sur le livre, je l'ai construit en 3 parties. Une partie historique sur les rapports entre cette obsession de l'extrême droite pour l'école, une partie d'actualité pour montrer en quoi c'était autour de ces questions d'école que se jouait un certain nombre de renversements et de reniements, en particulier du côté de la gauche, mais surtout une 3e partie qui rappelle qu'il ne faut pas laisser le monopole de la contestation de l'école et de la critique de l'école à ces gens-là, et qu'il existe une autre école qu'on peut construire, que historiquement le mouvement en particulier syndical mais aussi pédagogique a essayé de construire à l'intérieur de l'institution avec des gens comme Célestin Freinet, avec le groupement français d'éducation nouvelle, avec tout un tas de mouvements d'éducation populaire qui ont essayé de penser une autre école, une école qui intègre la dimension sociale, une école qui réfléchit aux conditions de la démocratie, non pas simplement en parlant, mais en la pratiquant dans les classes, et si possible aussi dans les établissements, et que ce combat, il est, pour moi, je pense, une des facettes de la lutte anti-réactionnaire ou antifasciste, voilà, parce que c'est là que se joue un certain nombre de choses. Et je pense que par les engagements militants qu'on peut avoir en ce moment depuis un certain nombre d'années, il y a une sensibilité qui commence à se développer pour relier les questions sociales, syndicales, de lutte pour les moyens, pour une école de qualité, on va dire, et les questions pédagogiques, c'est-à-dire le travail en classe, le travail directement sur d'autres pratiques alternatives. Et face à cette école des républicains, l'idée de construire, d'avoir comme horizon cette école qui soit une école de l'égalité sociale, de l'égalité entre les sexes aussi, mais une école de la démocratie, c'est un des moyens, à mon avis, pour faire reculer aussi concrètement dans les quartiers et dans la société ces idées. Très bien. Merci beaucoup, Grégory Chamba. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce débat et à bientôt sur Mediapart.